Bonjour à tous, bienvenue à cet Instant Recherche, c'est la 3e édition. Moi, je suis Virginie Troy, je suis la directrice de la Fondation Croix-Rouge française pour la recherche. Bien sûr, toute l'équipe vous présente à tous ses meilleurs voeux pour une année 2021 qui nous fasse avancer, je l'espère, tous ensemble. Alors peut-être juste 2 mots sur la Fondation pour vous rappeler que la Fondation, c'est une initiative qui est à 100% dédiée à la recherche en sciences humaines et sociales pour accompagner les transformations de l'humanitaire international et de l'action sociale. Alors nous travaillons avec des dizaines de chercheurs francophones dans à peu près une vingtaine de pays, que ce soit en Europe, dans les Caraïbes, Océan Indien, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient. Pour nous, c'est vraiment important de travailler avec ces chercheurs qui souhaitent, avec nous, initier ces recherches qui finalement vont produire du changement auprès des plus vulnérables et des personnes qui s'engagent sur le terrain. Avec la santé et les catastrophes, les migrations sont un des 3 axes de recherche de la Fondation sur ces différents territoires. Pour ceux qui sont intéressés à ces différents thèmes, je rappelle que tous les articles qui sont produits par les chercheurs que nous soutenons sont accessibles dans les 2 langues, en anglais et français, sur le site. Donc, n'hésitez pas à lire. Je rappelle aussi que la revue Alternative Humanitaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, a dédié également des numéros au sujet des migrations. Alors, c'est une revue qui est entièrement aussi en accès libre sur Internet. Alors, Alternative Humanitaire, c'est important pour nous de le mentionner parce qu'elle est vraiment le fruit d'un formidable effort collectif de la part des fondations qui s'intéressent à ces sujets et d'un réseau d'universités francophones, que ces universités soient au Canada, en Afrique de l'Ouest ou au Liban. Donc, très, très, très bel effort pour travailler à ces rencontres-là. Alors, je pense que l'équipe est vraiment très heureuse de vous retrouver tous. Alors, c'est vrai qu'on devrait être dans une même salle. On l'est à distance finalement, mais on l'est quand même. Donc, c'est aussi important de faire les présentations parce qu'on a regardé un peu d'où vous venez. Vous venez aujourd'hui de Lyon, de Beyrouth, de Korogo, de Montréal, d'Eldoret, de Copenhague. Donc vraiment, je ne cite pas toutes les villes autour du monde qui sont connectées, donc ça c'est vraiment extraordinaire. Et vous êtes étudiants, enseignants, chercheurs, il y a aussi des responsables de think tanks, vous êtes des très nombreux membres d'ONG françaises, mais aussi d'ONG étrangères, de nombreux collègues du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge aussi. Donc bonjour à tous. Alors qu'est-ce que c'est que l'Instant Recherche? C'est un nouveau cycle, pas si nouveau puisqu'on l'a lancé fin 2020, mais c'est encore quelque part un format qu'on est en train de rôder avec vous tous. C'est un cycle de webinaires qu'on organise autour d'un dialogue entre, ça dépend des fois, 3-4 chercheurs et qui a lieu, qui va continuer à avoir lieu à peu près tous les 2 mois. Je pense que l'idée, c'est vraiment de se dire, finalement, dans nos journées un peu effrénées, on appuie un peu sur la touche pause pour prendre du recul, écouter et débattre avec celles et ceux qui vont à la rencontre des personnes les plus fragiles et des vulnérabilités et qui ont choisi, pour les rencontrer, l'approche scientifique et les sciences sociales pour apporter des éléments nouveaux sur ces enjeux qui finalement nous concernent tous. Donc, finalement, tout simplement, connaître de nouveaux chercheurs pour avoir envie de les lire ou de les contacter. L'Instant Recherche veut vraiment nous rappeler qu'il ne faut pas lâcher sur cette conversation qui est vraiment nécessaire entre nos sociétés et les savoirs, en dépit des contraintes qui pèsent sur nos espaces de socialisation. Ça nous manque, mais on va tenir bon avec les formats qu'on essaye d'adapter. Alors, bien sûr, vous pouvez tous poser les questions. Alors, vous êtes trop nombreux pour intervenir directement, mais avec le chat, vous avez l'option en bas de votre écran. Nous, on va analyser en direct toutes vos questions et vos commentaires et on va dédier une séance à la lecture et à l'échange sur tout ce que vous pouvez apporter comme questionnement. Nous avons choisi de consacrer cette 3e édition au regard des sciences sociales sur l'immigration et de réunir des chercheurs qui sont des sociologues et des politologues et qui ont travaillé en France et en Afrique de l'Ouest auprès des personnes migrantes.
Pourquoi parler migration ce soir? Parce que nos sociétés, nos associations sont toutes confrontées à la montée de ces phénomènes qui finalement ont toujours existé, mais qui se transforment de manière récurrente en flux massifs de population. Les migrations sont à la fois une conséquence et une cause de certains de ces grands défis humanitaires du XXIe siècle. En 1993, déjà, la conférence internationale de Vienne établit d'ailleurs le lien entre les violations massives des droits humains et les migrations. Elle concerne tous les continents, hein, du bassin méditerranéen à l'Afrique de l'Ouest central, à l'Amérique latine, au son continent indien. Quelques chiffres sur ces flux massifs. Hein, l'OIM rappelle que ce sont 1 million de réfugiés qui arrivent en Europe en 2015-2016. L'ONU, que ce sont plus de 700 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh, et le Haut Commissariat aux réfugiés, que ce sont des millions de migrants dans les pays voisins à la Syrie. Et Madame Chassin explique aussi combien finalement d'un côté la notion manque de réflexion et du côté des pratiques, du côté associatif, les organisations peinent aussi à faire face faute de moyens. Et aujourd'hui, on doit faire face à une actualité qui finalement va mettre à l'épreuve constamment ce lien qu'elles entretiennent avec ces personnes en migration. C'est important aussi de rappeler ce que fait le mouvement international Croix-Rouge et Croissant-Rouge. La Fédération a publié une politique selon laquelle, en s'engageant sur le terrain de la migration, les sociétés nationales qui sont présentes, hein, ce sont les Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans 192 pays du monde, ont pour but, que ce soit individuellement ou avec la Fédération internationale et le CICR, de répondre aux problèmes humanitaires des migrants qui ont besoin d'aide durant leur parcours. Elles s'efforcent de leur fournir assistance et protection, de défendre leurs droits et leur dignité, de leur donner les moyens de s'autonomiser et de trouver des options et solutions durables, ainsi que de favoriser leur insertion sociale et l'interaction entre les communautés, avec les communautés hôtes. Donc, question de survie, question d'inclusion, cet instant recherche souhaite vraiment remettre les migrants et leurs itinéraires au centre de nos préoccupations, notamment à l'aune de la crise sanitaire. Alors, 3 chercheurs ont accepté notre invitation aujourd'hui. Docteur Bouaga, c'est avec grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui au sein de cet instant recherche. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la sociologie du droit, des migrations et de l'asile. Vos recherches portent sur les usages du droit en prison et les questions d'immigration. Alors, entre philosophie, sociologie, droit, vous avez une approche pluridisciplinaire de ces problématiques sociales que vous abordez. Vous êtes une chercheuse de terrain, notamment par exemple dans la jungle de Calais, mais c'est bien sûr pas le seul terrain que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous êtes maire du 1er arrondissement de Lyon. Vous allez échanger pendant cette séance avec 2 collègues. Docteur Estelle Foura, vous êtes sociologue, diplômée de l'Université de Toulouse. Vos travaux portent sur les dimensions sociales et culturelles de l'alimentation. Vous avez notamment travaillé en Inde sur les dimensions socio-culturelles de la transition protéique. Je ne connaissais pas cette expression, mais voilà, il existe une transition protéique. Vous avez participé à une recherche action sur l'accessibilité à tous, d'ailleurs d'une coopérative alimentaire, mais là c'était en Belgique, à Bruxelles, je crois, et vous avez passé de nombreuses journées auprès des migrants à comprendre leurs pratiques alimentaires, notamment les migrants primo-arrivants à Paris et en Île-de-France. Merci de votre présence. Docteur Soukouna, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1. Vous avez travaillé en France et au Mali sur les effets de l'alliance stratégique entre migrants et pouvoirs locaux et sur les transformations engendrées sur la coopération internationale, mais je pense plutôt côté coopération décentralisée. Vos recherches actuelles approfondissent la notion de gouvernance locale de la migration en mettant en lumière ces nouvelles formes de solidarité que vous trouvez un peu à la marge ou peut-être négligées et que vous souhaitez éclairer par des terrains de longue durée. Vous venez d'ailleurs de finir une étude sur les initiatives citoyennes portées par la population burkinabé envers les réfugiés maliens au Burkina Faso. Donc, merci aussi de nous rejoindre. On va commencer par le docteur Yasmine Bouaga, parce qu'il y a quelque chose de spécial, c'est que vous êtes
Vous êtes aujourd'hui lauréate du prix Croix-Rouge française. Donc, la Fondation et son partenaire, le Fonds AXA pour la recherche, ont été vraiment très honorés de vous décerner un des 3 prix de recherche 2020. L'idée, c'est vraiment de récompenser non seulement les méthodes et les résultats, ce qu'ils permettent à la société civile de mieux penser leur programme, mais c'est aussi pour récompenser votre parcours d'universitaire convaincu, d'universitaire engagé et qui n'a de cesse de tisser de liens, d'animer cette intelligence collective et citoyenne dont on a particulièrement besoin. Je tiens d'ailleurs à remercier notre partenaire, le Fonds AXA pour la recherche, pour cette collaboration. C'est vraiment un engagement sans faille pour la recherche, et merci aussi pour ce soutien sur cette question de l'enjeu des risques et des crises humanitaires. C'est pour nous un engagement d'autant plus essentiel aujourd'hui avec la question de la juxtaposition des crises. Je propose, Dr Bouaga, qu'on vous découvre à travers un portrait vidéo qu'on a fait. Comme ça, on va découvrir un peu votre histoire et on se retrouve juste après. Si ça marche au niveau technique, car il y a toujours les petits challenges techniques. C'est vrai, comme je suis un petit peu curieuse, vous avez vraiment un parcours passionnant. Avant de passer la main à Vincent, je vais peut-être vous poser une ou deux questions qui viennent spontanément suite à ce portrait. On voit pour vous dans quelle mesure le dialogue, cette manière de dénouer les incompréhensions, de replacer le dialogue au centre, comme c'est important. Alors, cette relation mot-image, finalement, c'est cette manière de mettre la recherche en dessin et le choix de la BD, c'est quelque chose qui était vraiment pour vous fondamental, parce qu'on se demande aussi, avec finalement ces derniers mois qu'on a passé beaucoup en confinement aussi, avec la place des écrans, est-ce qu'on y trouve là une opportunité ou un risque? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est le cœur des motivations sur cette diffusion des savoirs en images? Merci beaucoup déjà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc déjà, je commence vraiment par un grand remerciement pour la Fondation Croix-Rouge pour cet honneur qui m'est fait de me décerner ce prix que, comme je l'explique dans la vidéo, je prends vraiment comme un prix collectif parce qu'il récompense des travaux que je n'ai pu mener que parce que je les ai menés en équipe, et en particulier ce travail avec Lisa Mandel dans la jungle de Calais, c'est un travail qui est à l'initiative de Lisa Mandel. Pour vous très rapidement vous raconter cette histoire de Sociorama, on était un petit groupe de sociologues à travailler sur différents terrains de recherche et à se dire qu'on avait des questions on travaille sur des sujets sociaux qui nous intéressaient pour des raisons intellectuelles, mais qui avaient une portée politique, qui pouvaient faire l'objet de débats dans la sphère publique et qui étaient malheureusement assez méconnus, et qu'on avait du mal à convaincre les gens, y compris nos étudiants, de se plonger dans des enquêtes assez longues. Et on trouvait que, par contre, la bande dessinée pouvait très bien le faire, qu'il y avait des enquêtes qui faisaient du reportage ou qui traduisaient, enfin qui retranscrivaient en bande dessinée des réflexions sur des milieux sociaux et qui permettaient de faire passer des idées de façon très forte et à un public très large. Et donc, on a commencé à monter une association qui s'appelle Socio en Case, à rencontrer des auteurs de bande dessinée. C'est comme ça que j'ai rencontré Lisa Mandel, qui, elle, de son côté, était très en recherche de partenariats et de collaboration avec des chercheurs en sciences sociales, parce que ce sont des sujets les chercheurs en sciences sociales pouvaient lui apporter beaucoup de réflexions sur des sujets qui l'intéressaient. Et donc, on a monté ce partenariat qui a donné naissance très vite à la collection Sociorama grâce au soutien des éditions Casterman. Donc, on a adapté plusieurs enquêtes qui étaient déjà faites, les adapter en bande dessinée pour les rendre accessibles au grand public. Et dès le début, on s'est dit, mais ce qui serait super, c'est de travailler ensemble sur un terrain et de mener ensemble l'enquête. Et quand Lisa Mandel a été invitée par le collectif de l'Appel de Calais à témoigner sur la situation des personnes migrantes dans ce bidonville à Calais, elle m'a proposé de l'accompagner et le projet a commencé de cette manière-là. Ça n'a pas commencé comme un projet universitaire, ça l'est devenu. C'est devenu un projet de recherche, mais ça a vraiment commencé comme une collaboration initialement ponctuelle et puis qui s'est étalée sur des mois
pour aller voir sur place et essayer de témoigner. Donc, avec un peu d'ambition initiale de recherche, c'est ensuite le fait de l'approfondir qui a vraiment transformé ce travail en travail de recherche. Bah, ça va être un sujet. Donc là, maintenant, c'est vrai que je vais vraiment, on va commencer. Parce que la question de la diffusion des savoirs et finalement comment on transforme vos résultats finalement en changement et on change les mentalités. Ça, je vais laisser mon collègue Vincent Léger en parler et puis animer le débat. Donc Vincent, toi, tu es anthropologue et chargé de recherche à la Fondation. Donc je te passe la main pour lancer le débat. Merci Virginie, merci encore à tous d'être présents pour cet instant en recherche, la 3e édition sur le regard des sciences sociales sur les migrations. Alors je souhaiterais commencer notre table ronde, Sadio, Estelle et Yasmine, sur une question d'actualité. Forcément, on ne peut échapper à la crise sanitaire actuelle, à ce Covid-19 qui a provoqué une crise, oui, sanitaire, socio-économique, enfin multidimensionnelle, dont les proportions sont sans précédent et dont on ne sonde pas encore aujourd'hui toutes les conséquences, l'étendue de l'impact. Cette crise nous touche tous, forcément, mais plus particulièrement les populations fragiles. Et parmi elles figurent notamment les personnes sans domicile et les migrants résidant dans des informels ou non, ou dans des foyers de travail. Les plus importantes mesures sanitaires destinées à se protéger du virus sont difficilement applicables, comme le confinement, la distanciation sociale, le port du masque ou encore le lavage régulier des mains. La crise épidémique tend à occulter la crise migratoire ou la crise des réfugiés, comme disent certains, et ces épisodes tragiques, tels que l'incendie, pas plus tard qu'en septembre dernier, du camp de l'île de Lesbos, par exemple, qui abritait plus de 12 000 réfugiés. Alors, avec d'autres populations très précaires, les migrants semblent être les oubliés de cette crise sanitaire, avec d'autres, encore une fois, mais alors que le nombre d'entre eux vivent dans des conditions de promiscuité, dans les campements, aux foyers de travailleurs migrants, qui rendent impossible le confinement et favorisent la circulation du virus. Beaucoup, on le sait, ne parlent pas français, ce qui signifie que remplir une attestation dérogatoire, l'imprimer ou la recopier en français est un exercice compliqué, tout comme comprendre les dispositions qui sont mises en place par l'état d'urgence sanitaire. Beaucoup travaillent également dans le secteur informel et donc ne bénéficient pas du chômage partiel, permettent de protéger efficacement cette population. Alors, en plus de ce passage au second plan, la pandémie de Covid-19 semble avoir accéléré le cloisonnement et le repli sur soi, brisé les fragiles solidarités avec les réfugiés en bouleversant notre rapport au monde, notamment par la fermeture des frontières. On constate en effet qu'après 5 ans de pression croissante, une partie de la population grecque se retourne maintenant contre les migrants. Des manifestations d'hostilité s'y succèdent. En Italie, un autre foyer important du virus, le spectre de l'importation du virus a été agité pour appuyer des politiques anti-migratoires, soutenues par une partie de la population. Alors, avant d'évoquer plus concrètement l'impact de l'épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire qu'elle engendre sur les conditions de vie des migrants, j'aimerais d'abord vous demander votre opinion sur le climat actuel et la façon dont on parle des migrants et de leur sort depuis le début de cette crise sanitaire. Donc, comment évaluez-vous la place des questions migratoires dans le débat public aujourd'hui, en particulier celles liées au destin des réfugiés et demandeurs d'asile en France et ailleurs? Et est-ce que la crise sanitaire actuelle a, selon vous, changé quelque chose au regard et à l'attention portée sur ces questions et le sort de ces populations? Yasmine, je vous donne la parole en premier. Oui, alors je commence par préciser que je n'ai pas fait d'enquête de terrain sur le sujet pendant cette période de Covid-19. Ceci dit, je coordonne un programme de recherche
Mina 93 sur les mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis. Et donc, j'ai un regard sur ce public-là, mais pas sur l'ensemble des différentes populations migrantes. Je pense que vous avez très bien cité les différents points de problématiques pendant cette période de Covid et surtout de confinement, enfin, surtout les problèmes liés à ces consignes sanitaires strictes qui limitent les mobilités, qui provoquent une fermeture des frontières et qui, me semble, ont aussi déplacé la focale de l'attention. C'est-à-dire que ce qui se passe à Lesbos, ce qui se passe plus largement à la frontière entre la Grèce et la Turquie est absolument dramatique. Mais de fait, il y a une relativement faible attention publique actuellement sur cette situation parce qu'il y a une préoccupation très focalisée sur la pandémie de coronavirus, ce qui a il y a eu tendance à occulter la situation des personnes arrivant sur les îles grecques et confinées dehors. Par exemple, on forçait à passer un temps un temps de quarantaine sans aucun abri avant de pouvoir rentrer dans les camps. Enfin, des situations totalement inhumaines et indignes. Qui n'ont pas été, on ne peut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, qui ont été en revanche très certainement largement aggravées pendant cette période et largement aggravées aussi par la faible attention portée à ces situations-là. On le voit aussi avec la situation calaisienne qui traduit actuellement une répression très forte de l'aide humanitaire apportée par les associations auprès des personnes migrantes, mais une faible politisation de la question, tout le monde étant focalisé sur les vaccins, les horaires de couvre-feu, etc. Pour savoir plus largement quel est l'impact en fait de cette crise sanitaire sur les politiques migratoires plus largement, je pense qu'on manque de recul. On manque de recul aussi parce que le fonctionnement des administrations a été très perturbé. Les préfectures ont suspendu l'attribution de titres de séjour parce qu'elles ont mis leur personnel en confinement. Elles ont décidé de prioriser les demandeurs d'asile par rapport aux personnes déjà présentes sur le territoire, conduisant à une précarisation incroyable des travailleurs migrants qui se retrouvaient dans l'incapacité de renouveler leur titre de séjour. Donc, faute d'avoir des rendez-vous, même une fois que le confinement était levé. Donc, on a vraiment des situations très, très compliquées. Mais pour l'instant, il est un peu tôt pour savoir est-ce que c'est le temps que l'administration se remette à fonctionner un peu mieux? Est-ce qu'on a un changement de régime et de regard? Je pense que la crise sanitaire, plus largement, elle interroge vraiment notre rapport au cosmopolitisme. Du fait que ce soit une pandémie qui à la fois fait qu'on partage nos conditions communes et en même temps, on se méfie de ce qui arrive de l'extérieur. Et donc, il y a cette réaction qui est très paradoxale et contradictoire, où à la fois on ferme les frontières et dans le même temps, il n'y a que la coopération internationale sur laquelle on puisse compter pour s'en sortir. On importe les masques de l'étranger, on fait des consortiums internationaux pour les vaccins, etc. Donc voilà, dans ces dynamiques contradictoires, j'espère que c'est le positif qui pourra l'emporter. Et tout ça pour dire que le pire n'est pas certain, au sens où le repli qu'on peut craindre n'est pas certain, puisqu'on voit aussi que finalement, on peut compter davantage sur les coopérations. Merci Yasmine. Je vais peut-être passer la parole à Sadio sur la même question. Je rappelle que Sadio, tout comme Estelle, mais j'en dirai un petit peu plus avant de passer la parole à Estelle, la Fondation a soutenu une de vos recherches sur les réfugiés maliens au Burkina Faso, et notamment les solidarités citoyennes à l'attention de ces réfugiés. Donc, vous disiez en préparation à ce webinaire qu'on évaluait leur effectif à 700 000 désormais au Burkina, pays que je connais bien et qui fait à peu près 17 ou 18 millions d'habitants, donc ce qui est assez considérable. Je vous passe la parole peut-être sur toujours ce climat actuel, le changement
du regard sur les migrants dans le contexte de cette épidémie, pour ce qui est de la France, mais aussi peut-être de l'Afrique de l'Ouest ou du Burkina et du Mali que vous connaissez aussi. Merci Vincent. Je crois qu'au Burkina, ça se plafonne à 800 000 à peu près déplacés internes, si ma mémoire est bonne. Et pour en revenir à la question, la crise sanitaire, autant en France et sur d'autres continents, a attiré l'attention sur le sort des migrants d'une certaine manière. Donc, autant je rejoins Yasmine sur le fait qu'on a affaire, pour une première fois en tout cas, à des problématiques déjà existantes, mais qui d'une certaine manière vont être plus pris en compte. Je prends notamment le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, où la crise sanitaire va mettre en avant ou mettre en lumière, éclairer des aspects qui, auparavant, étaient peu considérés, étaient minorés. Je prends par exemple l'exemple de l'apparition dans le débat public de la question des conditions de vie assez tragiques et catastrophiques de tout ce qui est réfugiés ou déplacés internes. Tout récemment, avec l'actualité au Mali, par exemple, on a eu un incendie dans un camp précaire installé dans la capitale et qui a permis de mettre au centre du débat, finalement, les conditions de ces déplacés dans la capitale malienne, qui plafonnent aussi du fait de la crise malienne depuis plusieurs années, mais aussi du fait des conditions sécuritaires de ces déplacés-là au Mali. Donc ensuite, ces conditions de vie vont être source d'attention de la part d'associations de solidarité internationale, mais aussi nationale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les populations locales dans des quartiers qui vont s'organiser pour prendre en main la question du sort consacré à ces déplacés dans la capitale malienne, avant que l'État se saisisse de ces questions-là. Donc, ce qui n'est pas anodin, parce que l'État malien, depuis l'arrivée des déplacés dans la capitale malienne, par exemple, a finalement accusé une certaine lenteur pour prendre en charge ces questions. Donc, je pense que l'État a été dans une posture où on guettait un peu les modes d'intervention, ou en tout cas les possibilités d'intervention d'organisations comme le HCR, l'OIM, etc., qui ne sont pas non plus intervenus. Donc, les premières formes d'intervention qu'on observe sur la question des déplacés internes, c'est celle des associations de citoyens, des ONG locales, etc., qui vont poser la question, des familles qui vont faire des dons, etc., à ces déplacés. Et pour le coup, pour résumer un peu pour moi, finalement, dans le débat public, la question que cette crise sanitaire a posée, c'est celle de voir dans quelle mesure elle va finalement permettre de mettre à jour des situations de vie dramatiques qui auparavant étaient minorées ou négligées dans le débat public, et finalement, de quelle manière est-ce que ça incite ou ça pousse à une certaine prise en main de ces questions par l'État. Donc, suite à ces initiatives, par exemple, l'État malien a mis en place des sites d'accueil formalisés de ces déplacés, malgré le fait que peu de moyens continuent d'être consacrés au sujet. Donc, voilà. Merci Sadio. Estelle, je vous passe la parole. Et voilà, vous êtes aussi, je le rappelle, une chercheuse qui a été soutenue il n'y a pas si longtemps par la Fondation pour mener une recherche sur l'aide alimentaire prodiguée par la Croix-Rouge française, mais pas seulement. Vous avez aussi travaillé sur d'autres acteurs qui font aussi de l'aide alimentaire aux migrants et pas seulement, mais vous avez travaillé sur cette problématique-là en particulier. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, vous aurez l'occasion de nous en parler plus en détail. Mais voilà, je vous pose aussi cette même question sur ce climat et cette représentation des migrants aujourd'hui dans ce contexte-là. Oui, merci Vincent. Et puis d'abord, je souhaitais vous adresser un grand merci effectivement à la Fondation Croix-Rouge pour m'avoir permis d'explorer ces questions-là. Alors, je suis surtout, avant tout, sociologue de l'alimentation.
Donc, j'étudie les pratiques alimentaires. Mais à travers les pratiques alimentaires, effectivement, on voit apparaître, les pratiques alimentaires permettent de faire émerger des questions sociales et en tout cas, on sait, et des problématiques pour ces populations migrantes. Et donc, grâce à la Fondation Croix-Rouge, j'ai pu, durant une année, suivre 4 individus, 2 hommes, 2 femmes, primo-arrivants, enfin, pas que primo-arrivants, parce qu'il y avait une personne qui était là depuis un petit moment, donc à Paris. Et donc, j'ai mené comme ça une enquête longitudinale, ce qui veut dire que tous les mois, je suis allée à Paris et je les ai rencontrés et on faisait un point sur leur situation et puis et notamment sur leur situation alimentaire, sur la manière dont ils arrivaient à avoir accès à l'alimentation. L'enquête, c'était les représentations et usages de l'aide alimentaire par des réfugiés à Paris. Et donc, aujourd'hui, en fait, par rapport à cette question alimentaire, parce que, alors, comme Yasmine, je n'ai pas, malheureusement, j'ai pas pu être sur tous les fronts cette année et je n'ai pas mené une enquête spécifiquement sur l'impact du confinement sur cette population-là. Malgré tout, j'ai gardé des contacts, que ce soit avec les acteurs et puis surtout avec les populations, les 4 personnes que j'ai suivi pendant l'année à cheval entre 2018-2019. Et donc, tout ça pour dire que j'ai quand même quelques échos et puis je suis évidemment la presse et scientifique ou pas scientifique. Ce qu'il me semble en fait, c'est que en tout cas, du point de vue français et du point de vue de l'aide alimentaire, puisque je ne peux parler que de ça, j'ai l'impression que ces populations-là sont invisibilisées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que d'un coup, du jour au lendemain, enfin, ça s'est fait progressivement, mais on a quand même à peu près, je crois, estimé, la Croix-Rouge, je crois, estime 20% de population supplémentaire, de bénéficiaires supplémentaires de l'aide alimentaire. Donc, tout d'un coup, on a un afflux de population, ce qui, à l'échelle française, représente presque 1 million de personnes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que presque très rapidement aussi, des denrées alimentaires de base, de nécessité, telles que la farine, le riz, etc., sont en rupture dans les supermarchés eux-mêmes. Et donc, en fait, il y a des personnes qui vont aussi à l'aide alimentaire se procurer ces aliments-là. Donc, dans les premières semaines aussi du confinement, certains organismes sont obligés d'un coup de fermer leurs portes pour des raisons sanitaires, parce que des bénévoles qui peuvent être plus âgés d'un coup voilà, restent confinés chez eux. Donc en fait, on a un certain nombre de facteurs comme ça qui ont fait que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, finalement, l'aide alimentaire en France, en tout cas, on va dire, pas spécialisée sur les migrants, mais sur l'aide alimentaire en général, eux ont dû faire face à tout un tas de, enfin, une nouvelle population. Et on sent effectivement que la Croix-Rouge a dû se concentrer sur des réflexions nouvelles, par exemple, comment livrer des colis alimentaires à la maison pour des personnes âgées, etc. Donc, on sent voilà, que par rapport à l'enquête qu'on avait faite un an après, la focale, elle bouge un peu sur des nouvelles populations. C'est ce que je peux dire, en tout cas, sur des organismes qui gèrent de l'aide alimentaire. Ensuite, vous avez des petites associations, des mouvements citoyens qui vont, eux, que j'avais rencontrés lors d'observations participantes de distribution de nourriture et qui, eux, vont être spécialisés sur les réfugiés. Je pense à des associations de quartier à Paris qui vont distribuer des petits déj et là, typiquement, c'est que des réfugiés. Donc, eux ont poursuivi leur action, n'ont pas forcément été on va dire, débordés par une autre population et d'autres afflux. Mais quand même, mais ces associations sont quand même à la marge et je dirais que, voilà, que globalement, j'ai l'impression que dans le débat public, les migrants étaient quand même invisibilisés sur l'aide alimentaire en France parce qu'on a une nouvelle population, on a des étudiants, on a des gens, des auto-entrepreneurs qui n'ont plus de travail, etc. Donc, il y a 20% quand même de bénéficiaires en plus et auxquels doivent faire face ces organismes, quoi. Voilà. Merci. Alors, Yasmine, vous le disiez, et c'est vrai, je le disais aussi en préambule, on ignore encore vraiment beaucoup de choses de l'impact social de
de l'épidémie de Covid-19. Cela dit, et on sait aussi que les migrants ont pour la plupart traversé des choses plus graves que le coronavirus. Ils ont déjà affronté beaucoup de problèmes tout au long de leur parcours. Ils ont traversé pas seulement la Méditerranée pour certains, mais encore de nombreuses épreuves, et ils traversent encore au quotidien des épreuves très dangereuses. Cela dit, la pandémie sonne pourtant comme une double peine pour les plus démunis, dressant toujours plus d'obstacles sur leur parcours de survie et d'inclusion sociale. Qu'il s'agisse de la prolongation de l'attente de réponse aux démarches administratives, notamment pour les demandes d'asile, ou de la difficulté d'accès à des sources de revenus. La crise sanitaire engendre a priori un accroissement des vulnérabilités. Alors, même si on sait peu de choses encore de l'impact de l'épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire qu'elle engendre sur les conditions de vie des migrants, sur leur trajectoire et déterminant de leur survie et inclusion sociale. Sur ce sujet, quelle observation, quel phénomène ou quelle frange de cette population vous inquiète ou vous préoccupe le plus? Où sont vos craintes concernant les impacts de cette crise sanitaire sur cette population de migrants? Je vous repasse la parole, Yasmine. Oui, alors je voulais revenir sur d'abord avant de parler des populations, peut-être sur les dispositifs qui existent, parce que je pense que c'est intéressant. En fait, on a eu en France un véritable scandale de l'inorganisation des pouvoirs publics dans les premières semaines du confinement en mars, avec, comme l'a rappelé Estelle, une rupture de l'approvisionnement alimentaire, puisque les bénévoles de la banque alimentaire étaient principalement des personnes âgées qui se sont confinées, qui se sont protégées. Et donc, il y a eu une vraie rupture de cette aide alimentaire sur laquelle les personnes comptaient. Et d'autre part, une vraie contradiction aussi dans la situation où le gouvernement impose aux personnes de rester chez elles et ne prévoit rien pour les personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de chez elles. Ça a vraiment suscité scandale et la mobilisation des acteurs humanitaires et des acteurs associatifs qui ont très vite réagi pour pallier pour répondre aux besoins, répondre aux besoins des distributions alimentaires, pour alerter les pouvoirs publics et les forcer à s'organiser pour l'hébergement. Donc, ce qu'on a pu voir, alors moi je l'ai vu sur Lyon, mais j'imagine que ça s'est passé plus ou moins pareil ailleurs, c'est-à-dire que les associations qui tirent la sonnette d'alarme, qui font connaître des situations extrêmement problématiques. On a vu les personnes à la rue, mais aussi les personnes qui étaient dans des foyers où on a eu des très forts taux de contamination dans les foyers de travailleurs ou dans des CADA, et qui tirent la sonnette d'alarme sur le fait qu'on n'avait pas de dispositif de confinement séparé mis en place, etc. Et au cours des semaines du mois de mars et surtout avril, puisqu'il a fallu un temps d'ajustement, des réunions se sont mises en place, des réunions de coordination entre les associations, les collectivités locales et la préfecture, sur les directions des DCS, la direction départementale de la cohésion sociale et voilà, les services de l'agence régionale de santé qui ont mis beaucoup de temps à réagir au début, pour essayer d'avoir des réponses. Et donc, se sont mis en place des dispositifs de mise à l'abri supplémentaires, pour offrir enfin un hébergement inconditionnel, ce qui est une demande du secteur associatif, qui est censé être une préconisation de la loi, mais qui n'est pas effectif d'ordinaire, mais qui, là, pendant ce confinement du printemps, a pu être mis en œuvre de façon très large. Ça est vraiment, alors, c'est pas exhaustif, mais quand même de façon beaucoup plus large qu'auparavant, pour assurer un hébergement aux personnes, quel que soit leur statut au regard du droit au séjour, le temps de la crise sanitaire. Avec, y compris pour les mineurs non accompagnés, même non reconnus mineurs, ce qui est vraiment le cas qui cause le plus de conflits entre les acteurs de l'humanitaire et
et les collectivités, enfin les institutions, puisque s'ils ne sont pas reconnus mineurs, au titre de quoi l'aide sociale à l'enfance doit les prendre en charge, ça fait des débats interminables et au final, les jeunes restent dans la rue. Là, pendant cette période de premier confinement, il y a eu des associations ont aidé à faire des recours auprès du tribunal et puis ils ont gagné des recours sur la mise à l'abri par principe de jeunes se déclarant mineurs pendant cette période de crise sanitaire, ce qui a été suivi ensuite assez largement par un certain nombre de collectivités. Le problème, c'est que ce sont des mesures précaires qui sont décidées pendant le temps de la crise sanitaire. Alors, certaines collectivités ont décidé de ne pas faire de remise à la rue, de maintenir les personnes dans cet hébergement temporaire, donc en le prolongeant, en essayant de trouver des solutions d'aval. Donc, ce qui a permis un accès au logement, un accès à l'hébergement dans certains territoires plus importants que d'habitude, au titre non pas de l'accueil des personnes migrantes, mais vraiment au titre de l'urgence sociale. Ce qui, oui, peut avoir pour effet d'invisibiliser les populations migrantes, mais finalement peut-être dans leur intérêt, puisqu'elles ne sont pas singularisées comme non légitimes, elles sont au contraire englobées dans l'ensemble d'une population précaire qui a un besoin urgent des éléments nécessaires, les éléments les plus nécessaires que sont l'hébergement, l'aide alimentaire, l'accès à l'hygiène également. L'accès à l'hygiène, j'en ai pas parlé, mais ça a été aussi vraiment le problème des premières semaines du confinement avec la fermeture des lieux ordinaires d'accès à l'hygiène, même la fermeture des toilettes JC Decaux. Je ne sais pas si dans vos différentes villes, vous avez pu noter ça, mais voilà, par mesure sanitaire, ces lieux avaient été fermés. Or, c'est le principal accès aux toilettes, mais aussi à l'eau pour beaucoup des personnes qui vivent à la rue. Grâce à la mobilisation du secteur associatif, ces lieux, ces sites ont pu être rouverts. Et donc, ça a laissé des traces positives sur de nombreux territoires en termes de préoccupation sur les conditions de vie matérielles des personnes précaires et réseau de coordination, de circulation d'informations et de mise en place de groupes de travail sur ces territoires entre des acteurs qui ont des cultures différentes, que ce soit des acteurs associatifs bénévoles ou des associations professionnelles ou des institutions. Voilà, les cultures sont différentes, mais des groupes de coordination ont été mis en place et ont perduré. Par ailleurs, la mobilisation également des citoyens a été forte sur ces enjeux de solidarité. Donc, je vous ai dit, il y a eu un problème d'approvisionnement avec la banque alimentaire du fait du retrait des bénévoles, mais le fait de l'avoir publicisé a suscité l'engagement aussi de nouveaux bénévoles, de nouvelles personnes qui se sont engagées dans les associations et on a vu aussi la reprise assez rapide de distribution, d'actions de solidarité, y compris d'hébergement citoyen, même pendant cette période difficile de confinement. Ensuite, pour répondre à votre question sur la frange de population qui me préoccupe le plus, c'est vraiment difficile pour moi de vous donner une indication. Je pense que peut-être une enquête qui aurait été plus ciblée sur les vulnérabilités de santé pourrait répondre à cet aspect-là. Moi, j'ai préféré vous répondre sur quels étaient les dispositifs qui avaient été mis en place et qui s'étaient adressés assez largement aux jeunes se déclarant mineurs mais non reconnus tels, aux familles, aux jeunes hommes isolés qui d'ordinaire avaient d'extrêmes difficultés à accéder à l'hébergement. Et là, il y a eu un effort qui a été réel, qui a été malheureusement précaire et trop temporaire sur de nombreux territoires, mais qui a aussi laissé quand même des dispositifs dans la durée sur d'autres territoires. Yasmine Sadio, je vous pose la même question concernant peut-être les déplacés internes ou les migrants réfugiés maliens au
au Burkina, dont on connaît peut-être moins bien le profil, mais vous pourrez nous renseigner. Est-ce qu'il y a des franges de cette population importante qui vous préoccupent le plus dans le contexte actuel? Et est-ce qu'on sait déjà aussi pour cette région ou la sous-région de cette Afrique subsaharienne quelque chose des impacts de l'épidémie sur les conditions de vie de ces migrants? Oui, pour répondre à la question de la frange de la population, je pense que la population, pour le coup, qui mériterait, en tout cas, mériterait d'être prise en compte, c'est les populations qui se sont déplacées suite aux différentes crises ou conflits au centre du Mali, puis au nord du Mali, étant donné que ces conflits ont eu pour répercussion une dispersion de population à la fois dans les pays frontaliers, donc Mauritanie, Niger et Burkina Faso, mais aussi en interne dans la capitale, pour des familles qui sont présentes depuis 2015, donc la crise, au moment où la crise au centre du Mali s'est accentuée. Donc, c'est des populations qui souvent ont une certaine habitude qui va être différente, etc., des conditions de vie sur des sites, etc., etc. Donc, d'un premier point, ils sont souvent mis sur des sites, dans des camps. Donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple précis de ce que ça représente en termes de représentation de sites, sur un site, par exemple, on va retrouver à peu près 300 familles ou 300 individus qui vont vivre au quotidien. Donc, généralement, dans la capitale malienne, on va plus être confronté à des anciens établissements de formation professionnelle qui vont être transformés en camps d'accueil de déplacés du fait des conflits au centre et au nord du Mali. Mais plus globalement, sur la question de l'impact de cette crise sanitaire sur les réfugiés, d'abord, moi, cette question, je pense que elle a remis en question cette crise d'une certaine manière, ce que moi j'envisageais dans mes travaux, que j'envisage dans mes travaux comme facteur important d'autonomie pour les réfugiés, c'est la mobilité et la circulation transrégionale entre plusieurs pays du continent. Cette mobilité, elle était, en tout cas, moi, j'observais d'une certaine manière que malgré le fait qu'on ait affaire à un déplacement de population au-delà des frontières maliennes et ailleurs, on avait une certaine liberté de circulation de familles, par exemple, du nord du Mali qui avaient des déplacements assez fréquents pour aller voir leur famille, retourner ensuite au Burkina, etc., etc. Donc, ce qu'on observe en premier, c'est qu'on a souvent des réfugiés qui se retrouvent bloqués d'une partie de la frontière. Donc, ceux du Burkina, par exemple, qui étaient en train de visiter leur famille se sont retrouvés bloqués. Donc, j'ai discuté avec certains réfugiés, par exemple, qui ont été dans cette situation-là. Ensuite, ce que ça représente aussi, la mobilité en termes de coûts. Donc, coûts liés notamment à toute la mise en place procédurale des tests PCR qui coûtent 35 000 francs CFA. Donc, juste pour vous donner une idée, à peu près 50 € à payer à la fois à l'aller et au retour. Donc, un coût pour le déplacement. Et ensuite, on va voir aussi émerger la question de la difficulté des réfugiés d'échapper aux frontières. Alors que avant cette crise sanitaire, moi, j'observais de quelle manière finalement on parvenait à rendre caduque la question des frontières, en tout cas parce que le Mali, le Burkina, le Niger, souvent on a affaire à des frontières très poreuses où lorsque, du fait des conflits, on avait par exemple un accès rendu difficile aux frontières maliennes, certains déplacés contournaient ces difficultés-là, passaient par le Niger pour se rendre au nord du Mali. Donc, ce qui prenait à peu près un déplacement, une mobilité assez longue, mais qui était jusqu'à présent faisable
Donc, avec finalement toutes les procédures qu'implique la crise sanitaire, donc ces mobilités se voient impactées. Ensuite, on a la question du couvre-feu aussi, qui a été mis en place par la plupart des pays africains, assez tôt d'ailleurs, pendant qu'on avait affaire à quelques cas, à une dizaine de cas dans certains pays. Donc, on a eu des mesures, en tout cas, qui ont été mises en place par les États africains, qui ont été très réactifs sur la question. Et finalement, ce que ça implique pour les réfugiés, c'est que ça réduit le gain économique journalier et la difficulté aussi pour certains d'avoir accès à des emplois à travers toutes les représentations qu'implique la figure même du réfugié. Donc moi, la population particulière des réfugiés maliens au Burkina Faso, par exemple, faisait déjà l'objet de représentations qui tendaient souvent à les voir comme une forme de menace, mais menace plutôt sécuritaire, c'est-à-dire qu'on associait souvent la figure du réfugié malien à celle du terroriste. Donc là, on va avoir un déplacement de focale où on va sortir ou en tout cas d'une certaine façon, compléter cette vision un peu sécuritaire ou représentation sécuritaire du réfugié à celle de la menace sanitaire en termes de représentation. Donc, qui a pour impact aussi de fragiliser les liens sociaux entre réfugiés et populations locales, mais aussi entre réfugiés et acteurs humanitaires. Par exemple, je discutais avec un réfugié récemment qui m'expliquait toute la difficulté. Donc, il est relais assistant communautaire, mais il m'expliquait toute la difficulté qu'il avait, par exemple, à établir un contact avec le HCR. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne à la va-vite comme ça, mais finalement, ce qu'on observe, c'est que c'est un contexte qui se prête à la fragilisation du lien aussi entre réfugiés, entre populations finalement qui auparavant parvenaient en tout cas à établir entre eux un important système d'entraide, système communautaire d'entraide, de solidarité, etc., etc. Moi, c'est des dynamiques que j'ai notamment étudiées lors de mon étude financée par la Fondation. Et finalement, la question qu'elle pose sur les trajectoires et les déterminants de survie, c'est la question liée finalement à des impacts d'ordre socio-économique, politique et social, qui a été soulignée d'ailleurs par mes autres collègues. Et spécifiquement sur la trajectoire des réfugiés étudiés au Burkina, moi j'ai pu voir combien l'accès à la mobilité et au réseau de solidarité constituaient des ressources importantes qui permettaient d'une certaine manière de garantir à la fois l'assistance matérielle et l'autonomie d'une certaine manière aux réfugiés. D'abord, on considérait ces réseaux, systèmes d'entraide communautaire, mais aussi les liens de solidarité qui se créent avec des populations locales, etc., comme une base solide qui était complétée par les aides ponctuelles des acteurs humanitaires et aussi par l'aide qui pouvait être fournie autant que possible par les organes de l'État. Donc finalement, moi, mes résultats de cette étude montraient qu'on avait finalement affaire à une imbrication de dispositifs à la fois formels, informels, qui se complétaient d'une certaine manière ou que les réfugiés parvenaient à se réapproprier pour mettre en place des stratégies de survie par rapport à la condition d'être réfugié dans ces différents pays. Donc, j'ai été longue, mais je m'arrête là juste pour dire que la question mériterait une longue réflexion. Et moi, je m'y suis attelée pour un début parce que j'essaye de voir comment est-ce que, à travers mes récents terrains au Mali, le contexte actuel impacte aussi ces trajectoires d'acteurs que j'avais rencontrés à plusieurs reprises durant ces 2 dernières années. Donc, voilà. Merci Sadio, non mais merci beaucoup. Je passe la parole Estelle, même question sur les franges de population peut-être qui vous inquiètent le plus dans le contexte actuel. Moi, je pense
Alors, évidemment, différents profils de migrants que vous avez pu rencontrer et vous avez pu suivre aussi tout au long de votre recherche soutenue par la Fondation. Et puis aussi peut-être aux différents facteurs, aux déterminants de leur survie que vous avez pu mettre en évidence aussi au cours de la recherche, comme l'importance de certains facteurs dont parlait Sadio, comme les réseaux d'entraide, le capital social, les réseaux sociaux de ces migrants. Je vous passe la parole, Estelle. Merci. Oui, Sadio a déjà largement en fait démontré sur des terrains différents l'importance en fait des réseaux de socialisation dans les parcours de survie et les parcours d'inclusion sociale des populations migrantes. Du coup, moi, je peux compléter en fait et donner un éclairage simplement sur comment ça fonctionne en fait par rapport à l'accès à de l'aide alimentaire. On pourrait, à première vue, penser que le dispositif est bien rodé, que des réfugiés arrivant à Paris voilà, identifient clairement, sont pris en charge en fait, par de l'aide alimentaire. Et finalement, c'est pas aussi simple et on s'aperçoit en fait que il y a des différences d'accès social à cette aide alimentaire et surtout que dans ces déterminants, en fait, le réseau social est hyper important, que ce soit le réseau communautaire lui-même, c'est-à-dire j'arrive, je suis tchétchène, ben voilà, je suis déjà en contact avec une communauté tchétchène et ça me permet voilà, d'avoir accès, pas forcément toujours d'accès à l'aide alimentaire, mais en tout cas de bricoler avec. Parce que une des problématiques aussi pour ces individus qui sont de cultures alimentaires différentes et qui arrivent en France, en fait, le colis, il est fait avec des aliments de base et des aliments qui sont tous sauf ceux d'une culture alimentaire on va dire nigérienne ou tchétchène ou burkinabèse. Donc en fait, les individus doivent bricoler avec ça et souvent ils arrivent ils arrivent à trouver le support de leur communauté. J'ai en tête en fait un papa avec sa fille qui savait vraiment pas du tout cuisiner ce qu'il recevait tous les mois, toutes les semaines dans son colis. Et en fait, la maman d'un ami à lui lui cuisinait. En fait, il apportait de la nourriture et il lui en donnait en plus. Et en échange, en fait, elle cuisinait pour lui des plats qui ressemblaient un petit peu à sa cuisine. Donc voilà, les réseaux communautaires sont très importants pour pouvoir avoir accès à la nourriture ou transformer cette nourriture pour la faire sienne, en fait. Donc ça, c'est un des premiers points, les réseaux communautaires. Donc là, on sait bien que les histoires de confinement, le premier confinement, la réduction des mobilités, effectivement, limite fortement en fait, ces échanges et ces circulations de nourriture, en fait. Je pense aussi à tous les réseaux de socialisation à travers dans le milieu associatif lui-même. Il y a des individus migrants qui ont des soupapes en fait, qui arrivent à survivre et en tout cas à trouver des solutions dans leur destin tragique en fait et les difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Qui arrivent à multiplier en fait des activités dans différentes associations. J'ai en tête en fait une autre personne qui vraiment avait la capacité, lui, et l'intelligence à aller à un cours de langue, d'alphabétisation, aller au club de foot, une distribution alimentaire, alors qu'en fait, finalement, il allait plutôt discuter avec des bénévoles. Enfin, voilà. Et la multiplication de ces réseaux, en fait, de ces activités sociales, en fait, sont là encore vachement réduites et de nombreuses associations, en tout cas au départ, doivent faire face aussi à ces mesures de distanciation sociale. Et puis, notamment aussi, ces lieux sont pour ces migrantes et migrants, parfois l'occasion de manger. C'est anodin,
peut-être, mais parfois, dans une journée alimentaire, rien que manger quelques biscuits et boire une boisson chaude, bah, c'est réconfortant, c'est un petit peu revigorant et donc voilà, ce sont des lieux aussi en fait où finalement ils échappent, je pense aussi à ce regard, à la domination aussi, enfin ce rapport très particulier à la distribution alimentaire et finalement ils peuvent y accéder différemment, voilà, en rusant, pour faire référence à De Certeau, voilà, en trouvant des petites ruses et en multipliant ces réseaux associatifs. Et je voulais avoir un petit mot aussi sur le secteur de la restauration qui est vachement inclusif, en fait, qui permet à beaucoup de migrants, alors on est d'accord, souvent de façon bénévole, hein, rares sont ceux quand même qui arrivent par un travail dans la restauration commerciale à réussir à avoir les papiers, mais en tout cas, ça peut fonctionner. Il y a des belles histoires autour de ça. Mais en tout cas, la restauration aussi commerciale, travailler en restaurant, être cuisinier, c'est aussi une manière de se frayer un chemin et de réussir en fait. Là, j'ai le souvenir on va dire, d'un individu témoin du Népal, en fait, et qui m'avait raconté toute son intégration sociale en France. Et c'était grâce à un job, en fait, qu'il avait réussi à avoir dans la restauration, bah, que voilà, il avait réussi à obtenir des papiers, etc. Et donc là, c'est pareil, bah, la fermeture des restaurants, etc., limite déjà bah, le nombre de clients et du coup, la possibilité de job aussi pour eux et de maintien de lien social. Voilà. Ça, c'était sur bah, voilà, la fragilité et l'effritement du lien social. Et ensuite, sur est-ce qu'il y aurait des populations plus fragilisées Là, encore une fois, malheureusement, je suis pas au plus près du terrain cette année. Mais par contre, je pose la question et l'hypothèse que peut-être ça a renforcé des différenciations sociales. Et là, peut-être vous pourrez répondre. Est-ce que ça aurait renforcé des différenciations sociales dans les trajectoires que l'on connaît déjà? Par exemple, on connaît la différenciation homme-femme et la biolégitimité hein, des femmes, en tout cas, quand elles arrivent dans nos pays à nous. C'est-à-dire, en fait, la biolégitimité, c'est le fait d'incarner en fait, une figure idéale de la personne bénéficiaire, parce qu'elle est plus fragile, parce qu'elle est potentiellement mère aussi, elle peut arriver avec un enfant. Et donc, en fait, on s'aperçoit aussi, en tout cas, moi, vraiment, à ma petite échelle dans l'enquête que j'ai faite, c'était clair et c'était évident que être femme permettait d'avoir plus facilement accès à, à de l'aide alimentaire. J'ai en tête en fait une dame qui arrivait à avoir 2 fois plus de colis par semaine comme papa, alors que tous les deux avaient un enfant à charge. Donc voilà, c'était. Alors je pose juste la question, est-ce que ça vient renforcer encore ces différences-là, puisque forcément en temps de crise, ben voilà, on va redoubler les efforts sur les populations les plus fragiles. Ensuite, il y a la question comme le disait Yasmine, des conditions matérielles, hein, le fait tout simplement d'avoir accès ou pas à une cuisine, ou pas à un toit, de vivre dans la rue ou d'être peut-être hébergé dans un centre pour réfugiés où on peut aller cuisiner. Peut-être qu'en tout cas, voilà, cette crise a renforcé encore ces différenciations. Non pas la sociale, mais de conditions matérielles en fait, de survie. Voilà. Merci. J'essaie de faire court parce que je vois l'heure qui tourne en fait. Ouais. Merci. Ouais. Je pense qu'on va poser une dernière question avant de répondre aux questions du public. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué tout à l'heure déjà Yasmine, c'est ce qui concerne les mesures sanitaires à l'attention des migrants. C'est vrai qu'en écho au faible degré de considération des migrants dans le contexte actuel d'une part, et à la difficulté certaine de protéger les plus vulnérables d'entre eux d'autre part, comme ceux en situation de rue, les acteurs humanitaires et sociaux sont nombreux à juger insuffisantes et ou inadaptées les mesures sanitaires prises à l'attention de cette population. On l'a entendu. Yasmine, vous en avez parlé aussi. Alors, moi qui habite dans le Pas-de-Calais, j'ai pu suivre les mesures, notamment prises dans le Calaisis, qui n'est pas si loin. Et parmi ces mesures, j'ai principalement relevé, notamment pour
la région de Calais, des rappels sur les bons gestes barrières à adopter contre le coronavirus, comme se laver régulièrement les mains, notamment via des affiches rédigées en plusieurs langues et collées sur les lieux de vie. Également, un plus grand accès à des points d'eau par la distribution de bidons, l'installation de citernes et un réapprovisionnement régulier en savon. Ou encore des dispositifs de mise à l'abri, Yasmine, vous en parliez aussi tout à l'heure, par petits groupes dans des centres d'accueil. Alors, ça avait d'abord été refusé, puis ensuite, ça s'est développé par-ci, par-là, dans des centres sportifs ou des hôtels réquisitionnés aussi, parfois suite à l'évacuation de campements, notamment à celui d'Aubervilliers dès le mois de mars 2020, où 700 migrants ont été conduits vers 4 gymnases et 2 hôtels. Alors, certaines de ces mesures, comme les mises à l'abri, peuvent avoir une certaine efficacité, mais ne peuvent être qu'une solution provisoire, a priori, et peu de personnes semblent en bénéficier. Aussi, dans leur ensemble, les mesures présentées par l'État apparaissent inadaptées à la situation sanitaire de nombreux exilés et donc ne permettent pas de les protéger. Ainsi, les questions soulevées par les acteurs humanitaires et sociaux, ils ont été nombreux à le faire, demeurent les mêmes depuis de nombreux mois. Dans les campements, comment rester chez soi quand on n'a pas de maison? Comment appliquer les règles de distanciation sociale quand on partage une tente avec d'autres personnes et qu'on se réchauffe en petits groupes autour de feux de camp en hiver? Comment utiliser le savon distribué en l'absence de points d'eau en nombre suffisant? Comment survivre quand on travaille dans le secteur informel et ne bénéficie pas du chômage partiel? Comment remplir une attestation dérogatoire, l'imprimer, la recopier en français ou comprendre tout simplement les dispositions qui sont mises en place par l'état d'urgence sanitaire quand on ne parle pas français? Comment se faire tester et se soigner quand on n'a pas le luxe de pouvoir appeler un médecin, etc., etc. Bref, Yasmine, je vous repasse la parole. Vous l'aviez évoqué déjà tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne dessus pour sonder votre opinion sur les mesures de protection prises à l'attention des migrants dans le contexte actuel, leurs effets, et puis si peut-être vous avez déjà brassé un petit état des lieux sur le sujet, mais si vous avez des initiatives dont vous êtes la témoin, qui pourraient ou devraient être prises en priorité, quelles seraient-elles selon vous? Je vous repasse la parole, Yasmine. Merci beaucoup. Alors, vous avez cité la traduction des gestes barrières contre le coronavirus. Ça a pas été, pareil, c'est quelque chose qui n'a pas été fait d'emblée et qui est issu qui n'a été fait qu'après une mobilisation d'acteurs associatifs disant mais en fait, il faut qu'on arrive à expliquer à la fois ce qu'il se passe et ce qu'il est recommandé de faire pour se protéger face à la maladie et qu'on l'explique aux personnes dans une langue qu'ils comprennent. Et donc, ce sont les acteurs associatifs, les premiers qui ont fait un effort de traduction, alors parfois en bricolant, parfois avec Google Traduction, hein, qui est très, très utilisé sur le terrain. Mais aussi, alors je mentionne dans la petite vidéo un collectif de recherche qui s'appelle Liminal, qui associe des anthropologues et des linguistes, notamment de l'INALCO, hein, l'Institut des langues orientales, qui a permis la traduction dans les langues des personnes migrantes, notamment des langues qui sont peu pratiquées en France, hein, telles que le pachtou, le tigrinya, voilà, d'autres langues qu'on trouve dans les communautés notamment qu'on trouve à Calais, et qui ont permis cette traduction pour avoir un accès au moins à l'information. Alors bien sûr, c'est pas suffisant. Ce qu'on a pu voir aussi avec ce collectif de recherche avant l'épidémie, hein, donc avant le contexte très particulier du coronavirus, mais auparavant, il y avait aussi quand même des enjeux d'accès aux droits et d'accès à la santé. Ce qu'on a pu voir, c'était l'importance de pairs médiateurs, c'est-à-dire de voir sur le terrain qui peut effectivement transmettre des informations parce qu'il connaît la langue, parce qu'il connaît des codes de communication et parce qu'il est capable d'instaurer des liens de confiance. Donc, on avait remarqué qu'en plus des travailleurs sociaux, s'instauraient très souvent des relations avec des intermédiaires qui pouvaient être soit des personnes migrantes récentes, soit des demandeurs d'asile des mêmes groupes qui maîtrisaient mieux la langue, qui étaient là parfois depuis un peu plus longtemps, soit des gens qui étaient
installés depuis plusieurs années et qui revenaient travailler en médiation et qui pouvaient faire bénéficier les nouveaux arrivants de leur expérience et ainsi créer des liens particuliers qui sont dont l'utilité a été particulièrement montrée dans les recherches en santé publique, hein, cette approche de la santé communautaire avec le rôle de ces pairs médiateurs, elle a été très largement soulignée et un intérêt nouveau est apparu dans l'accueil des demandeurs d'asile depuis, je ne dirais pas depuis 2015, c'est un peu optimiste, mais depuis, on va dire, 2017-2018, avec des initiatives dans différentes structures. On a pu le voir à France Terre d'Asile, Forum Réfugiés, Emmaüs Solidarité, d'embaucher des personnes qui puissent être dans cette position de père médiateur. Mais pour répondre plus précisément à la question que vous soulevez, je pense qu'il y aurait besoin d'enquêtes anthropologiques vraiment sur ce sujet précis de représentation de la maladie. Moi, je ne peux vous faire part que de questionnements sur comment des personnes, par exemple des jeunes mineurs isolés ou jeunes qui est justement déboutés de l'aide sociale à l'enfance venant de Guinée, par exemple, qui avaient connu l'épidémie d'Ebola, pouvaient réagir à ce contexte de pandémie en France, de confinement, quelles étaient leurs représentations de la maladie et quelles traces, quel traumatisme aussi avait laissé leur expérience des contraintes sanitaires extrêmement autoritaires qu'ils avaient subies en Guinée. Et là, ce n'est pas des résultats d'enquête que je vous soumets, hein, c'est plutôt des questions sur la manière dont des politiques publiques plus fines pourraient tirer parti de ces d'enquêtes anthropologiques sur à la fois ces représentations de la maladie et ces mémoires, qui sont parfois des mémoires incorporées, qui ne sont pas toujours verbalisées, hein, qui peuvent être incorporées dans des gestes, des attitudes, des somatisations aussi parfois, hein, et qui peuvent traduire ces représentations-là de la maladie. Merci Yasmine. Sadio, je vous passe rapidement la parole. On va essayer de raccourcir un peu le temps de réponse à cette question. Vous avez coupé votre micro, Sadio. Pardon. Merci Vincent. Et par rapport à la question des mesures, je suis aussi d'accord sur le fait que c'est une question qui mériterait vraiment des réflexions assez poussées là-dessus, surtout en termes de recherche empirique sur comment est-ce que finalement on se retrouve face à en tout cas à des procédures, à des dispositifs et à des formes de réactions diverses et variées de la part des populations dites ciblées, etc., etc. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans un autre contexte, sur mes terrains, pour le coup, les mesures vont être à la fois celles qu'on observe ici en termes d'hygiène, de prise en compte de mesures de distanciation, sauf que tout le problème que se pose avec certaines mesures, c'est que, vous l'avez souligné Vincent, lorsqu'on encampe plus de 300 personnes sur un site, la question de la distanciation sociale, elle pose problème, elle est difficile. Et donc, du coup, dans quelle mesure est-ce que les acteurs, en tout cas, qui sont humanitaires, qui interviennent sur ces thématiques, par exemple, je sais que le HCR, sur le place, a essayé d'intervenir sur des questions d'ordre socio-économique en allouant des financements, des dotations aux réfugiés maliens qui sont présents au Burkina. Donc, si mes chiffres sont bons, c'est des petits montants symboliques, hein, d'aide ponctuelle d'ordre de 23 € par exemple, pour vous donner une idée, par réfugié. Et donc, finalement, ça colle à ça aussi la mise en place de dispositifs financiers d'aide
plus importants qui vont représenter des montants de sommes assez importantes, mais qui sont destinés ou dédiés à des familles, donc qui vont exclure à la fois les personnes seules et qui vont être à la fois des hommes et des femmes qui vont se retrouver hors ou pas éligibles pour bénéficier de tels dispositifs-là parce qu'on y accole la question de la famille. Donc, quand vous posiez par exemple tout à l'heure la question de la population qui me semblait devoir bénéficier de plus d'appui, je pense que c'est des politiques d'aide ou c'est des mesures qui sont prises en prenant en compte finalement cette question de vulnérabilité de populations assez vulnérables à venir en aide, etc., etc. Donc, pour en revenir à des réflexions qui m'intéressent aussi en ce moment, ça touche globalement à la question de l'aide internationale et aux évolutions et reconfigurations de l'aide internationale. Comment est-ce que dans ce contexte particulier, l'aide parvient à sortir d'une dynamique de mise en œuvre court-termiste pour s'inscrire dans une forme d'aide qui échappe finalement aux anciennes manières de faire qui ont été fortement critiquées. Comment est-ce que, malgré le contexte, on en revient encore à ces pratiques d'appui, de soutien symbolique, sans pour autant penser globalement ce cadre particulier, cette configuration particulière-là. Moi, c'est des questions aussi qui m'intriguent, que j'essaye de poser. Mais l'idée, encore une fois, c'est que ce contexte-là, je pense qu'il pose aussi la question de l'aide humanitaire, mais aussi la question de comment les acteurs humanitaires vont parvenir finalement à trouver des formes d'engagement divers et variés, échappant finalement à toutes ces formes de contraintes soulignées par les réfugiés ou les demandeurs d'asile eux-mêmes, etc., etc. Comment on échappe à ces mesures politiques, sociales, étant donné que nous-mêmes, en tant que chercheurs, en tant qu'acteurs de l'aide internationale, on est tous confrontés à un durcissement du contexte, à des contraintes de confinement, d'effritement du lien social, etc., etc. Je pense que c'est une question de société qui se pose à tout un chacun, au-delà des catégories d'études ou d'analyses qu'on porte chacun dans nos recherches. Je pense que c'est une question qui mérite vraiment des réflexions assez poussées. Merci. Voilà. Estelle, je vous repasse la parole. Si vous pouvez faire très très court, je suis désolée, on est vraiment là dans la limite du temps au sujet de ces mesures. Et puis ensuite, je repasserai la parole à Virginie pour nous faire part des questions proposées par le public. Ouais, du coup, c'est la dernière question. Donc, je vais essayer de simplifier. Oui, malheureusement, on va plus faire plus court. Du coup, pour répondre à ça, moi, je pense que la crise sanitaire a finalement renforcé des éléments que la recherche-action menée avec la Fondation auprès de l'aide alimentaire avait déjà mis en évidence, en fait. Je vais essayer de faire court et simple. J'avais proposé en concertation, l'idée c'était de changer de paradigme en fait, d'un paradigme hyper nutritionnel où on pense l'aide alimentaire en termes de calories pour se remplir le ventre et de sortir de ce paradigme-là et de penser l'aide alimentaire avec ses dimensions sociales et culturelles telles qu'on les aborde en sociologie de l'alimentation ou en anthropologie de l'alimentation aussi. Et pour cela, on avait préconisé de sortir d'une logique de survie qui n'est pas une vraie question, en tout cas dans nos pays, quand on prend la globalité, puisqu'il y a de la surabondance alimentaire, donc il y a de la nourriture qui existe, à une logique d'accueil alimentaire. Alors, je vais vous épargner les 7 dimensions qui ont été développées dans un article que vous trouverez. Mais du coup, je pense que là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on avait, donc il y avait ce sortir du paradigme nutritionnel et renforcer aussi, ce qui était hyper flagrant, c'est l'absence complète de convivialité et de prise en compte du lien social, alors que c'est un fondamental dans les relations sociales, tout d'abord, parce que manger ensemble,
tisse des liens et parce que quand on mange aussi, on a besoin d'échanger avec nos camarades, notre famille, qu'on soit réfugié ou pas. Et pour les migrants, c'est la même chose. Et malheureusement, l'aide alimentaire ne considère pas le repas encore comme un moment de convivialité. Et donc, en fait, beaucoup de recommandations de cette recherche-action avaient tout simplement été portées sur ça. Donc, surtout la prise en compte et l'amélioration de la convivialité dans les espaces de distribution, sortir d'un paradigme nutritionnel, réfléchir à l'alimentation en termes de plaisir, de qualité, prendre en compte le respect des préférences alimentaires et des habitudes alimentaires des individus, par des mesures toutes simples parfois. C'est penser aux condiments, par exemple, pour pouvoir épicer du riz, c'est penser à la valorisation des régimes végétariens, et puis surtout aussi, c'est penser à la préférence et au choix individuel dans les distributions. Le choix est un facteur aussi de confiance en soi, de dignité. Et donc sur ça, je pense qu'il y a des réflexions aujourd'hui qui sont menées sur le fait que voilà, les populations migrantes bénéficiaires de l'aide alimentaire puissent choisir aussi, au lieu de recevoir un colis où il y a des ingrédients qu'elles n'ont pas choisis, c'est pouvoir prendre un panier comme tout le monde et puis à la limite aller dans les rayons et faire son choix. Voilà, tout simplement. Ce que je pourrais dire. Merci Estelle. Virginie, je vais clore là la table ronde. Pour être tout à fait transparent, nous avions encore deux autres sujets que nous souhaitions aborder, Estelle, Yasmine et Sadio et moi. C'était le premier sur le rôle et les actions menées aujourd'hui en France par les acteurs humanitaires et sociaux dans la gestion des enjeux liés à la crise migratoire. Et le deuxième point concernait la place des chercheurs, l'utilité de la recherche sur ces questions pour encourager des réformes, qu'elles soient publiques ou chez les acteurs humanitaires et sociaux. Mais peut-être que les questions que tu as collectées durant la table ronde déjà nous permettront aussi d'évoquer ces sujets. Voilà, je te repasse la parole. Oui, je vous avais prévenu quand on commence une pause discussion. En général, ça dure plus longtemps que prévu. Mais c'est vraiment bien qu'on ait ces opportunités, en tout cas, d'ouvrir ces dialogues. Je vous propose, de toute façon, je vois que vous êtes encore tous très connectés. Je remercie tout le monde de sa présence. On va faire un petit peu plus longtemps. On va prendre un quart d'heure de plus pour pouvoir bien poser toutes les questions. Et puis voilà, on a conscience que certains d'entre vous ont leurs contraintes d'horaire. Alors, sur les questions-réponses, surtout les questions, on a eu beaucoup. Déjà, je souhaite signaler, parce qu'on a de la chance d'avoir aussi un autre prix de recherche qui est de la Fondation qui est connecté et qui a aussi écrit sur ces sujets. Donc, je souhaitais signaler le travail de Oumarou Amani, qui a travaillé sur l'accueil et la gestion des personnes déplacées à l'est du Niger. Donc, c'est un autre pays qu'on peut connecter dans les analyses. J'ai aussi des commentaires qui sont intéressants sur Mike, qui nous rappelle, lui, selon ses chiffres, mais je n'ai pas la source, que finalement, on peut avoir tout d'un coup des flux massifs de population, mais que finalement, le pourcentage de population mondiale migrante reste stable, puisqu'on serait aux alentours de 3,9%, mais c'est sûr que la population mondiale augmente aussi. J'ai deux questions pour Sadio, je vais déjà vous poser. Déjà, Sadio, c'était Oumarou qui était intéressé pour savoir dans quelle région exactement vous avez travaillé et surtout, est-ce que vous êtes intéressé aux représentations réciproques finalement entre les migrants et les autochtones sur comment finalement on parle de lien social et de la manière dont les populations finalement sont les premières à aider, mais est-ce qu'on a des recherches là-dessus? Et finalement, il y a une autre question de Andrew sur les facteurs qui, à un moment donné, vont transformer des déplacés internes en migrants, donc du coup internationaux. Est-ce que les ONG internationales ou en quoi elles peuvent intervenir pour influencer les décisions de ces déplacés qui vont finalement, à un moment donné, vont prendre la décision de traverser une frontière
voilà, pour migrer. Et comme ça, je peux le mettre en lien aussi avec un commentaire de Damien Jusselm qui aussi met une lumière sur les migrants qui sont internes à la sous-région, qui sont finalement entre déplacés et migrants, et qui, eux, sont une population, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de travailleurs, de transhumants, de travailleurs qui se déplacent beaucoup, et finalement qui seraient autant, voire plus touchés par la Covid, avec un impact très important à prendre très au sérieux, puisqu'on a ce contexte aussi économique de ces personnes qui se déplacent pour vivre, pour gagner leurs revenus et qui seraient effectivement en première ligne des impacts de la pandémie. Alors, voilà, on fait déjà un petit point Afrique de l'Ouest pour Sadio, et puis après je continuerai. Merci Virginie. Je regardais que mon micro était ouvert. Merci. Pour répondre à la question de mon collègue sur la question de la région déjà, j'ai travaillé au Burkina sur les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et au Mali, j'ai travaillé uniquement dans la capitale à Bamako, étant donné que les lieux de provenance en fait sont inaccessibles. Donc, du coup, ce qui fait que je me suis concentrée dans une observation, une analyse des modes d'accueil ou des formes d'accueil dans la capitale. Donc, pour en revenir à la question des représentations entre migrants, autochtones, mais aussi acteurs internationaux, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée parce que j'essaye dans l'analyse que je fais de cette configuration d'acteurs, d'y mettre finalement ce qu'on appelle un peu la question des réseaux qui participent à des dispositifs de politique publique, etc., etc. Donc, moi, j'ai été confrontée à un terrain où j'avais un agencement de niveau et à travers les interactions de réfugiés, d'acteurs humanitaires, mais aussi d'organes étatiques et de populations locales. Donc, j'avais ces différents niveaux à analyser dans la mesure où, d'une certaine manière, il y avait une forme d'enchevêtrement ou, en tout cas, il y avait un lien assez intéressant entre ces différents niveaux, mais aussi entre différents acteurs au profil institutionnel et non institutionnel. Donc, ce qu'on observe en termes de représentation déjà, malgré les liens qui peuvent se faire entre ces différents acteurs, c'est que d'une certaine manière, on a des rapports inégaux qui se créent, donc des formes de rapports de force entre, par exemple, population et réfugiés, donc des réfugiés, populations réfugiées qui ressentent toujours le besoin de banaliser leur présence, de se faire discret. Par exemple, j'avais des réfugiés touaregs qui se déturbanaient. Donc, enlever le turban, c'est déjà assez symbolique comme pratique et assez violent pour la personne. Et donc, les réfugiés avaient souvent recours à ces formes de stratégies pour pouvoir s'intégrer, se faire accepter facilement parce qu'ils ont eu affaire aussi à un contexte, par exemple, au Burkina, un contexte national assez dur vis-à-vis des questions sécuritaires. Donc, on avait des fouilles quotidiennes, par exemple, chez des réfugiés que je rencontrais. Donc, je les rencontrais et après coup, on m'informait que la police était passée chez eux. Donc, c'est un contexte autant difficile pour les réfugiés, notamment du fait de leur rapport avec l'État, avec les populations locales, mais de façon paradoxale, on voit aussi qu'un autre lien se crée avec certaines populations locales qui vont essayer de se mobiliser pour venir en aide à ces populations-là. Donc, souvent, la question des représentations, elle est importante parce que on va y voir finalement des faux semblants se jouer. Par exemple, je sais que j'ai des réfugiés touaregs qui m'affirmaient se faire passer pour des Marocains pour échapper finalement aux formes de stigmatisation des Maliens au Burkina Faso. Donc, on a affaire à des jeux, à des stratégies, jeux d'acteurs qui sont assez intéressants là-dessus. Et par rapport à l'État, par contre, on a finalement des rapports où on essaye de ménager un peu l'état d'accueil
en termes de représentation. Donc, souvent, dans nos discussions, je me rendais compte à quel point on ménageait l'État. Donc, quand il y avait une question sur l'État, on faisait en sorte de louer les bons services ou en tout cas la bonne coopération de l'État burkinabé, etc. On ne veut pas fâcher. Mais en off, on avouait être ou faire l'objet d'arrestations fréquentes, de fouilles, de stigmatisation, etc., etc. Donc, c'est un contexte assez difficile et je pense que je pourrais passer la soirée à vous parler de ce contexte-là, mais je fais vite et je passe à la seconde question. Donc, au plaisir d'en rediscuter en tout cas avec ceux que ça intéresse, je passe à la question des facteurs qui transformeraient les déplacés en migrants. Moi, c'est une question qui me fait peur parce qu'elle implique finalement toutes les situations auxquelles on a été confronté avec le durcissement des politiques européennes, où on a eu tendance à brandir la menace d'un afflux d'exilés syriens, par exemple. Donc, souvent, effectivement, on a tendance à voir le fait que si les États, par exemple, ne contrôleraient pas ces flux sur place, ils finalement se dirigeraient vers une autre catégorie de migration économique, etc., etc. Je ne confirme pas ce propos, mais à travers l'observation et récemment, après avoir discuté avec un réfugié, donc c'est assez mineur et c'est une discussion tellement informelle. Donc ce dernier me présentait par exemple le besoin de finalement quitter le Burkina pour prendre les routes si la situation ne s'améliorait pas. Mais au-delà, j'ai observé une grève de réfugiés au Burkina Faso qui témoigne du besoin finalement de mobilité des réfugiés, de quitter ces pays dans lesquels ils sont cloisonnés ou ils sont immobilisés. Donc cette grève, elle a duré plus de 6 mois. Je ne sais pas si certains participants ont suivi un peu, mais c'est une grève qui visait à revendiquer la réinstallation des réfugiés hors Burkina Faso. Et finalement, ça a donné lieu à un rapport de force entre le HCR et les associations de réfugiés au Burkina, donc toutes nationalités confondues pour le coup. Et c'était amusant de voir comment est-ce que finalement une institution en charge du droit d'asile comme le HCR réagissait par rapport à ces revendications, à la mobilité et à la migration, tout simplement. Donc voilà, j'essaie de faire court vraiment. Ouais. Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner sur d'autres questions là, qui concernent autant la France et c'est intéressant parce que les questions, c'est de voir cette multiperspective qu'on soit en France, au Mali ou au Burkina. Alors déjà, c'est Oumarou Amani qui évoque ce rapport à l'autre et la manière dont il change, que finalement en Afrique, il y avait l'étranger finalement et la personne qu'on doit accueillir. Donc là, est-ce qu'on n'a pas un virage? Et du coup, Nicole Tabet, moi j'en profite pour la saluer, qui est à Beyrouth et qui travaille aussi sur le sujet des migrations, qui nous parle finalement au niveau du sujet des représentations. Est-ce qu'on n'est pas dans la montée d'un discours finalement un peu anti-migrant ou de la peur du réfugié, du fait avec le Covid qu'on a une plus grande vulnérabilité à la contamination, cette image de la personne précaire qui va peut-être moins respecter les mesures sanitaires, qui est plus vulnérable et donc qui pose question sur le rapport à l'autre. Et aussi, on a cette question sur du coup, ça c'est plutôt sur l'Afrique, est-ce qu'on a une politique de contrôle des mobilités d'ailleurs du fait dans les camps au Burkina? Alors voilà, sur le rapport à l'autre, il y a aussi une question, c'est vrai que c'est une population qu'on n'a pas, c'est Robert Simon qui nous pose la question, est-ce qu'il y a eu une attention portée à un moment donné sur les populations gays et lesbiennes au sein des migrants aussi, s'il y a des recherches qui sont faites sur cette population-là? Yasmine, je ne sais pas si vous voulez commencer sur les représentations peut-être en France ou… Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on manque de recul pour
pour analyser des évolutions de représentation qui seraient liées à la crise du coronavirus. Ce qui est sûr, c'est que qu'on a appelé la crise des réfugiés de 2015, qui, on le sait, est une crise de l'accueil plutôt que une arrivée qui serait particulièrement spectaculaire de réfugiés sur le territoire européen, puisque comme quelqu'un le rappelait justement, il n'y a de flux massif que du point de vue des institutions d'accueil. C'est pas du tout un élément factuel, et a fortiori si on compare la situation européenne avec les pays qui accueillent effectivement des nombres importants de réfugiés. Je pense aux pays, à certains pays en Afrique, mais aussi Turquie, Pakistan, etc. Donc voilà, il y a eu quand même une problématisation sous l'angle de débordement des institutions et du fonctionnement ordinaire des institutions de l'asile en Europe, qui a amené à une très forte politisation et polarisation sur l'accueil, avec à la fois une polarisation contre d'extrême droite, même plus largement que l'extrême droite, simplement de dire on ne peut pas accueillir, il faut contrôler les frontières, il faut limiter l'accès, il faut réduire ce qui était perçu peut-être comme un effet d'aubaine de certains services sociaux, donc avec des lois qui ont visé à réduire l'accès à la santé, par exemple, etc. Et d'un autre côté, à l'inverse, ce moment de politisation très fort a amené une frange importante de la société civile à s'engager en faveur des réfugiés, et aussi à avoir de ce fait un engagement humanitaire non professionnel, avec un retour, une valorisation de l'amateurisme dans cet engagement humanitaire, au nom d'une horizontalité des rapports de pouvoir et de la manière dont le lien pouvait se créer. Et ça, c'est des éléments qui sont en tension dans la société et qui actuellement sont à l'œuvre pour redéfinir les manières dont vont se dessiner l'accueil dans les années qui viennent. Savoir comment la crise sanitaire joue dessus, c'est difficile à dire, puisqu'il y a à la fois du repli et de la solidarité. On voit ces deux dimensions. Et je pense que de ce fait, l'engagement associatif, militant, l'engagement de terrain, a d'autant plus d'importance qu'il peut peser politiquement favorablement dans la balance en faveur des personnes migrantes. Pour ce qui est de la question et de ce fait peser sur cette question de la politique de contrôle des mobilités, puisqu'on a vu comment la pandémie avait favorisé un régime plus dur de contrôle des frontières, et savoir quel va être l'impact ensuite sur cette question de contrôle des migrations. Et pour l'autre aspect de la question sur les populations LGBT, l'attention au genre est une problématique qui s'est très largement diffusée dans le secteur humanitaire, de sorte que il y a une meilleure prise en compte des populations LGBT, ou des personnes, pas des populations, des personnes LGBT dans les pratiques de l'aide. Alors cette prise en compte, elle est certainement encore insuffisante, mais il y a des associations spécialisées qui se sont constituées, qui peuvent de ce fait apporter des ressources d'aide, d'accès aux droits, des ressources aussi de plaidoyer, de protection. Et pour ce qui est de la France, voilà, il y a cette préoccupation et cette mobilisation montante sur ces personnes. Pour ce qui est d'autres pays, je laisserai la parole à mes collègues qui ont certainement des choses très riches à dire sur ce sujet. On se rapproche de la fin, donc je vais peut-être poser les dernières questions à l'un et à l'autre, mais là on a presque fini. Alors là, ça pose vraiment la question des recherches, et des recherches sur les sciences humaines et sociales en général.
on nous pose la question, est-ce qu'il y a finalement, on ne parle pas du taux de contamination et finalement, est-ce qu'il y a des différences entre ce taux de contamination auprès des personnes migrantes ou pas. Il y a Alice Corbet qui nous pose la question aussi à l'aune du Covid-19, c'est que finalement les organisations de solidarité ont réussi à prendre en compte les spécificités socioculturelles ou est-ce qu'on est sur des mesures qui restent décontextualisées et donc ça pose la question de est-ce qu'on arrive à mettre en place finalement les recherches qui réussissent à nous fournir les données ou la collecte de données. Voilà sur les questions sur les sciences sociales. Et finalement, je vais peut-être poser aussi la dernière question. J'ai une question sur Mayotte, sur ce qu'on fait à Mayotte, sur ces questions. Alors, la Fondation ne travaille pas sur la question des migrations à Mayotte, elle travaille sur d'autres types de vulnérabilité. Voilà, et on a chercheurs, vous pourrez consulter la fiche recherche sur Mayotte et les travaux qui sont en train d'y être menés. Et sur finalement une dernière question qui peut être aussi la conclusion, donc c'est Malika Aït Mohamed Parent qui nous pose cette question, qui finalement, je pense que c'est à l'aune de vos terrains auprès des migrants et sur tous les sujets qu'on vous a évoqués toutes les trois, aussi quelle est finalement la source d'étonnement qui a été le plus inattendue pour vous quand vous avez mené vos terrains et que vous souhaiteriez partager avec nous en guise de conclusion. Mais là, du coup, on va vous laisser la parole à chacune un peu sur ces questions et puis de répondre à cette conclusion. Si Vincent, tu en es d'accord. Peut-être Estelle, on vous laisse commencer. Oui, merci. Je vais aller directement sur la dernière question parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments sur les recherches, sur l'impact du Covid sur les recherches en cours. Et malheureusement, j'ai essayé de mettre en place une recherche. Finalement, ça n'a pas donné lieu. On était tous dépassés un peu par le temps. Donc, en fait, malheureusement, on n'a pas pu déposer un projet. Donc, je vais aller sur l'étonnement. Ouais, pour moi, en fait, le plus gros étonnement, ça a été la méconnaissance en fait, des bénévoles sur les spécificités culturelles de l'alimentation. Je crois. Alors, peut-être parce que je suis spécialiste d'alimentation, mais pour moi, il y a des par exemple, des gens qui confondent halal et sans cochon, quoi. C'est des petits détails comme ça, mais qui font beaucoup de différence et qui peuvent engendrer des malentendus, quoi. Donc, il y a des confusions comme ça sur les spécificités alimentaires. Et ce cas-là de halal et non porc, c'était assez flagrant parce qu'on me dit mais si on peut lui donner, c'est pas du cochon. Ben non, halal c'est quand même différent. Or c'est quand même une question omniprésente en fait quand les individus migrants vont chercher l'aide alimentaire. C'est toujours est-ce que c'est halal ou pas par rapport aux populations en tout cas que je voyais, que je rencontrais en 2018-2019. Donc ça a été mon étonnement le plus grand. Et d'ailleurs, donc cette méconnaissance des cultures alimentaires et notamment aussi comment aujourd'hui, en 2020, on n'a pas des chefs cuisiniers dans l'aide alimentaire qui arrivent à… Là, je parle des plats chauds, je ne parle pas des colis où on donne de la nourriture à distribuer. Je parle des plats chauds qui n'arrivent pas… la seule solution à ne pas distribuer de viande, c'est du poisson. Voilà, donc il y a une méconnaissance sur l'usage en fait des protéines végétales, etc. Et donc qui nous ouvre en fait tout un pan de recettes en fait internationales qui sont mangeables par tout le monde et donc qui respectent en fait les tabous alimentaires. Et donc pour moi, ça a été le plus gros étonnement et ça a été parmi les premières recommandations vraiment de travail sur ça, quoi. Voilà, de travailler sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Sadio ? Ah, vous avez votre micro qui est fermé. Désolée. En plus, je vérifie à chaque fois, mais oui, sur les questions en lien avec
la marge de manœuvre ou la manière dont les ONG, les associations se sont investies par rapport à ce contexte-là. De façon similaire à Estelle, moi, je manque de données, honnêtement, sur ce point spécifique. Et ce n'est pas une question inintéressante qui mériterait, à mon avis, des recherches assez poussées là-dessus. Comment est-ce que, c'est la question que je soulignais auparavant, comment est-ce qu'on met en place des formes d'intervention qui seraient porteurs, ou en tout cas qui essaieraient d'avoir des finalités autres que la vision court-termiste de l'aide que j'évoquais auparavant. Donc ça, je pense que ça mériterait des recherches là-dessus. Je n'ai pas assez de réponses sur ce point spécifique. Ensuite, la source d'étonnement, je donne ma langue au chat. Je réfléchis et je passe Voilà. à Yasmine. Voilà. On le mettra sur le site quand Sadio nous l'enverra. Oui, pour ma part, ce serait peut-être la source d'étonnement serait l'improvisation. L'improvisation face à ces situations. Alors, on parle beaucoup de la préparation aux risques, aux catastrophes et la manière dont on peut se préparer à l'imprévu. En réalité, moi, ce que j'ai pu voir, c'était une grande improvisation qui expose au risque, hein, qui crée de la vulnérabilité, mais qui a aussi une certaine créativité et voir comment dans des situations justement imprévues où il faut trouver d'autres solutions que ce qu'on fait d'ordinaire, on parle aussi à des acteurs que d'ordinaire on ne reconnaît pas et ça permet d'inventer des solutions nouvelles. Alors après, le défi, c'est d'arriver à les pérenniser et à reconnaître leur validité parfois aussi en dehors de la situation de crise. Merci beaucoup Yasmine. En tout cas, nous, à la Fondation, l'expérience qu'on a eue pendant la crise sanitaire, c'était ce défi. Il faut qu'on y réfléchisse ensemble de mener une recherche opérationnelle, c'est-à-dire vraiment sur le terrain et en lien avec les acteurs en première ligne, avec les contraintes des sciences sociales et en même temps être là tout de suite, être prêt à étudier des phénomènes, à collecter des données, parce qu'effectivement, le challenge a été avec la pression et la saturation des services et des équipes, comment finalement on arrive à travailler ensemble alors que la pression est de tous les côtés et qu'on a des mesures qui sont très difficiles et des contraintes sur les méthodologies des sciences sociales qui pèsent. Donc ça, c'est aussi un débat qu'on aimerait aussi avoir avec vous tous pour mener cette recherche qui accompagne les acteurs aussi en temps de crise et au moment de la crise pour collecter des données essentielles dont on a besoin pour avancer la fois prochaine. En tout cas, oui, excusez-moi, juste pour signaler que l'Institut Convergence Migration a mis à disposition un certain nombre de ressources et il y a des équipes qui travaillent spécifiquement sur la santé, santé et migration en cette période de pandémie. Et donc, il y a des travaux qui se font et que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut des migrations. Tout à fait. Il y a des vraiment extraordinaires travaux sur cet institut. Il y avait aussi le collectif Babel, je crois, qui avait beaucoup travaillé sur plusieurs sujets. Donc, beaucoup de sources aussi, de savoir et de recherches qui ont été faites très intéressantes. Merci à tous, en tout cas. Merci pour ce débat qu'on aurait bien aimé continuer, mais là, on a déjà bien dépassé. Merci Vincent aussi. Et puis, on vous remercie tous, les invités, parce que vous êtes restés en grande majorité jusqu'au bout. L'événement va être diffusé ensuite sur YouTube pour que vous puissiez le revoir à tête reposée aussi. Et voilà, donc on va vous avertir aussi du prochain Instant Recherche. On est en train de faire le programme pour 2021 sur les thématiques et les dates, mais on vous informera tous bientôt et on remercie encore une fois aussi tous les collègues qu'on connaît dans les différents pays qui se sont connectés. Ça nous touche beaucoup de voir comment la communauté de la Fondation est en train de grandir et se connecte. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.